Pour poursuivre notre échange, je vais proposer à Yves Madre de nous faire une rapide présentation de quelques éléments de contexte de ce qui se passe actuellement dans le monde et sur les marchés mondiaux. Je sais que, Monsieur le Commissaire, vous avez un autre engagement et que vous devrez nous quitter dans quelques minutes. Yves. Merci Michel. Monsieur le Commissaire, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, chers collègues, effectivement, Monsieur le Commissaire, vous l'avez dit, c'est dans les moments difficiles, dans les moments de crise, qu'il faut se projeter vers l'avenir, définir quelles sont les lignes qu'on peut atteindre et les moyens pour ce faire. C'est pas évident, loin de là, quand on est en pleine crise, quand les agriculteurs et le secteur agroalimentaire doivent faire face à des crises, mais c'est indispensable. C'est précisément le travail qu'on entend faire au sein de Farm Europe, être une enceinte de travail, d'échange ouverte pour proposer les voies d'une croissance durable pour l'Europe via le secteur agricole et le secteur agroalimentaire européen. D'un côté, nous sommes en phase de marché de plus en plus globalisé, avec des grands opérateurs internationaux qui influencent les marchés, et dans ce contexte, on ne peut pas imaginer d'autres réponses que des réponses européennes et ambitieuses. Or, inversement, qu'est-ce qu'on constate? Et Farm Europe aujourd'hui restera dans le champ des constatations et des questions. C'est que ces dernières années, on a vu des mesures prises de plus en plus au niveau national, sans une véritable recherche de cohérence d'ensemble, et avec de fait une efficacité limitée quand les dites mesures n'allaient pas en sens inverse et s'annulaient respectivement. De fait, aujourd'hui, il nous semble qu'il faut questionner les politiques européennes face à trois défis. Tout d'abord, le défi que l'Union européenne reste un leader sur tous les marchés. Je mentionne effectivement le mot « tous les marchés », car tous sont nobles, et je ne pense pas, les chiffres le montrent, que l'Union européenne, l'Europe, puisse se permettre de dédaigner tel ou tel segment de marché, que ce soit en intracommunautaire ou par rapport aux demandes mondiales. Des commodités aux produits très transformés. Premier défi. Second défi, celui d'une nouvelle révolution verte, d'une agriculture de performance, qui soit effective demain et pas dans 15 ans, alors qu'on constate que l'Union européenne a pris du retard par rapport aux investissements à se faire en la matière. Troisième défi, celui d'un retour à une vraie croissance pour l'agroalimentaire, sachant, nous verrons un petit peu plus tard, qu'il ne s'agit pas simplement de maintenir l'agriculture, ce qui semble avoir été un objectif au cours des 30 dernières années, mais de faire de l'agriculture et de l'agroalimentaire un cheval de bataille européen pour la croissance et la compétitivité européenne. C'est le travail auquel nous sommes attelés. C'est dans ce cadre que nous évoluons pour définir quelles sont les possibilités que nous pourrons proposer dans l'enceinte qui a été lancée du Global Food Forum, dont la première étape est aujourd'hui, et dont le point focal sera en octobre, le 14 et 15 octobre prochain, en Italie, où nous convierons décideurs politiques, économiques, relais d'opinion, à venir ensemble travailler et émettre des recommandations qui seront présentées publiquement et au Parlement européen notamment. Et à cet égard, Monsieur le Commissaire, nous vous convions à ce moment particulier pour l'ensemble des filières agroalimentaires européennes. Redevenir un acteur majeur du monde agroalimentaire et au sein du monde, cela nécessite avant tout une base agricole forte, confortée dans sa capacité à pouvoir bâtir des stratégies dans la durée. Au niveau de l'agriculteur, nous y voyons trois défis majeurs. Retrouver une compétitivité dans un monde où les règles du jeu sont hétérogènes en matière de standards entre l'Europe et les autres grandes zones agricoles mondiales, en matière de type de soutien à l'agriculture,
Michel Dantin le mentionnait à l'instant, mais aussi en matière de règles du jeu qui s'appliquent en intra-Europe, sur le mode de mise en œuvre de la PAC, mais aussi en matière, par exemple, de concurrence, ou par exemple en matière de réglementation nutrition-santé. Nous constatons des divergences qui questionnent l'existence ou le futur du marché unique, qui est un des acquis majeurs pour l'économie européenne. Pour être compétitif, il faut pouvoir faire le pari de la durée, donc être armé pour pouvoir résister face aux crises, pour pouvoir gérer les incertitudes de marché, et que chaque crise ne marque pas un saut en arrière sur le chemin qui est à parcourir. Et puis, il faut être en mesure, vous le mentionniez, monsieur le commissaire, de pouvoir répondre aux attentes de la société, et elles sont précises, elles existent, elles sont ambitieuses. Et pouvoir le faire, être des acteurs de la lutte contre le changement climatique. Effectivement, si les agriculteurs ne sont pas là, qui le fera, mais de façon moderne, de façon efficace. Les travaux que nous avons engagés nous amènent à constater que ces défis se résument par une première condition sine qua non, dynamiser les investissements en Europe. Dynamiser les investissements sur tous les créneaux de marché, donc pour toutes les formes d'agriculture. Une forme ne s'oppose pas à l'autre. Pour le marché de proximité, pour les agricultures qui font répondre aux demandes des marchés globaux, de produits transformés, mais aussi de produits de base et de produits peu transformés. Rappelons-nous quand même que la majorité de nos exportations sont dans ces catégories encore aujourd'hui. Et puis, considérons aussi les produits alimentaires et les produits non alimentaires. Et à cet égard, le cas par exemple des biocarburants mérite d'être regardé à nouveau, d'y voir objectivement, sans a priori, sans avoir des idées préconçues, les vraies potentialités qui peuvent être exprimées par exemple par ce secteur en matière de conjuguer durabilité et croissance. Investir, oui, nous en avons cruellement besoin en Europe, mais investir suppose d'avoir des dispositifs en place pour accroître la résilience des fermes aux aléas des marchés, aux crises. Qui se permettrait d'investir réellement, de façon importante, s'il se dit qu'à la première crise, ces efforts seront cassés? C'est un risque majeur pour les investisseurs. Le rôle de la puissance publique au niveau communautaire doit être là pour pouvoir les encourager à aller dans cette voie d'investissement. Et puis investir suppose aussi, et vous vous y êtes attelé, monsieur le commissaire, une chaîne alimentaire plus durable, car plus équilibrée. Et là, il y a encore du chemin pour parcourir. Je citerai deux exemples, le lait et le vin. Le troisième exemple sera développé, le secteur sucrier, par le panéliste Marcus qui est à mes côtés. Le lait, l'Union européenne a eu une stratégie de conquête. C'était la stratégie, et c'est la stratégie qui est proposée aux filières laitières. En face, nous avons aujourd'hui des revenus très bas, avec un risque de voir casser des investissements, des investissements réalisés précisément par ceux dont nous avons besoin pour l'avenir de l'Union européenne et pour sa croissance sur le long terme. À l'opposé, le vin, on nous dit que le vin est un secteur qui va bien aujourd'hui. Il y a eu effectivement une stratégie commerciale, de type de marché, mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que nous perdons des parts de marché qu'on raisonne en volume. Sommes-nous aussi sûrs de nous sur le long terme en la matière, ou sommes-nous en train de faire le lit de concurrents qui seront de plus en plus agressifs demain? Sur ces deux exemples, mais sur les autres filières c'est aussi vrai, on note économiquement qu'il ne peut pas y avoir de prospective, de bonnes projections pour l'Union européenne, pour l'ensemble de la chaîne européenne alimentaire, s'il n'y a pas déjà une bonne profitabilité au niveau des fermes. Une comparaison avec nos concurrents mondiaux à cet égard est frappante.
si on regarde l'évolution des revenus agricoles sur une période un peu plus longue, de part et d'autre de l'Atlantique, en Europe et chez nos voisins d'outre-Atlantique et des États-Unis, que constatons-nous sur cette période 2006 à aujourd'hui? Une croissance claire, avec des fluctuations effectivement, mais à un niveau nettement plus important du revenu agricole moyen européen. Une stagnation, voire une légère régression en Europe. Cela doit nous amener à nous poser des questions quant à la nature des incitations qui existent dans l'Union européenne pour générer des investissements, pour se projeter dans l'avenir, pour améliorer la rentabilité du secteur. Qu'en est-il des politiques de soutien, des politiques agricoles à travers le monde? On parlait Europe, États-Unis, 2 chiffres résument cette différence. Sans porter de jugement par rapport à la valeur d'un dispositif par rapport à un autre, les États-Unis ont choisi d'abandonner l'essentiel de leur paiement découplé et d'aller vers un système d'assurance, de sécurisation de revenus et de limitation de l'effet de volatilité. Remarquons simplement que sur les courbes précédentes, c'était avec l'ancien Farm Bill. Le nouveau Farm Bill écrase encore plus l'élément de volatilité. 60% du budget vers l'assurance, 1% vers les aides découplées. L'Union européenne joue une autre partition, avec 60% qui vont vers des aides découplées. Notons simplement que ces aides découplées, quand on regarde les comptabilités des exploitations, des filières agricoles, sont intégrées très tôt en fait dans les exploitations comme un élément de fonctionnement de l'exploitation et n'existent plus, ne sont plus disponibles en tant que tels quand la crise arrive. Ils sont consommés par l'activité courante de l'exploitation et n'existent plus comme si ne sont plus disponibles en réserve de crise interne personnelle à l'exploitation. Au niveau mondial, 3 blocs, si on veut résumer les dispositifs qui existent en termes de politiques agricoles. En orange, vous les voyez, des politiques qui se basent essentiellement sur un soutien d'assurance, assurance récolte, assurance climatique, assurance revenu. En couleur orange-rouge, un peu plus foncé, des dispositifs qu'on a connus il y a longtemps et dont nous avons tourné la page définitivement, et je ne pense pas que quiconque imagine y revenir, sur des prix garantis, des achats massifs étatiques, mais aussi des aides fiscales massives, et je pense notamment au secteur de l'éthanol au Brésil, ou des traitements par de l'argent public de l'endettement des filières agricoles et agroalimentaires. Aujourd'hui, si on veut se projeter dans l'avenir, il nous semble qu'il nous faut nous poser la question: avons-nous les outils, avons-nous la politique agricole commune nous permettant de relever les défis que l'Union européenne s'est fixés, que la nouvelle Commission s'est fixée en termes de croissance, de création de valeur, d'emploi. Quelles adaptations et quels outils avons-nous? Quelles adaptations devrions-nous imaginer pour l'horizon post-2020, mais aussi avec la clause de revoyure intermédiaire que vous avez dans les mains et que vous gérez et que vous préparez de 2018? Quels outils sont nécessaires donc pour dynamiser les investissements, rattraper le décalage qu'il y a entre l'Union européenne et nos partenaires mondiaux en termes d'investissement, pour traiter la question de la résilience? Les aides découplées sont-elles la réponse appropriée, la meilleure des réponses ou non? Pour faire entrer l'innovation rapidement dans les fermes, et c'est un élément
qui peut être essentiel pour la réponse environnementale qui est attendue du secteur agricole européen, avons-nous les incitants pour que justement que cette agriculture de performance, que cette innovation soit concrètement à disposition des agriculteurs et pas uniquement dans des centres de recherche qui arriveraient un jour, et le jour étant plus ou moins éloigné. Nous lançons les débats publiquement aujourd'hui avec vous, monsieur le commissaire, nous vous remercions. Le temps presse, effectivement. C'est pour ça que nous sommes fixés communément l'objectif d'octobre prochain pour le Global Food Forum, pour pouvoir discuter de propositions à mettre sur la table du débat public, de recommandations que nous pourrions économiquement faire pour permettre à l'Europe de se projeter au-delà des échéances immédiates et d'aller de l'avant résolument, de chercher la croissance où elle est, et là où elle est déjà massivement dans les potentialités du secteur agricole et agroalimentaire. Je m'arrêterai là. Merci. Merci de votre attention.